nous sommes très fiers de parler de la République démocratique du Congo, le pays de Patrice Lumumba, le pays de Mobutu que vous connaissez, vous en avez entendu parler, le pays de Moïse Tombé, et je dirais que c'est le pays de Tshisekedi qui est actuellement au pouvoir. Vous ne l'ignorez certainement pas. Ce pays, depuis des années, est agressé par des prédateurs qui passent par des nationaux pour prendre les matières premières sans contrepartie. Entre-temps, il y a eu tellement de guerres civiles, tellement de morts, des femmes éventrées, des enfants martyrisés, traumatisés. Il se trouve que trop, c'est trop. Des hommes et des femmes, dans une association pacifique, une association de dialogue, une association juridico-politique en même temps, se sont retrouvés sous le nom des Justes du Congo pour dire qu'on ne peut plus continuer à faire silence sur ce qui se passe en République démocratique du Congo. Et c'est vrai, trop c'est trop de crimes, trop de pillage des matières premières de la République démocratique du Congo. Il est tout à fait normal que des Congolais et aussi des Français qui sont des amis de la République démocratique du Congo se retrouvent pour que dans les justes pour le Congo, il faut absolument arrêter ça. Alors, la communauté internationale n'est pas insensible, l'ONU elle-même n'est pas insensible, l'Europe n'est pas insensible, c'est que la mafia est très puissante, et ça il faut le dire. Sinon la communauté internationale a toujours élevé la voix, les prêtres aussi, les religieux ont toujours élevé la voix pour dire que trop c'est trop, mais c'est la mafia armée qui est puissamment là et qui fait n'importe quoi. Donc, avant de passer la parole à Laetitia qui va poser des questions à l'un des spécialistes de ce mouvement humaniste, de ce mouvement, je dirais, innovant, et c'est capital, je vais lui laisser la parole. Il va se présenter lui-même et il va naturellement parler des motifs, plusieurs motifs de ce mouvement. Mon cher ami, vous êtes ici chez vous. Mais j'en suis ravi, merci Lanciné et merci Laetitia de me donner la parole pour présenter non seulement l'association qui est à l'initiative de l'événement auquel vous faites référence. L'association s'appelle le Mouvement des Justes du Congo. Nous avons rédigé un manifeste des Justes du Congo. La chronologie est importante. Nous avons réuni un certain nombre de parlementaires venus de République démocratique du Congo, notamment de la Chambre haute de la République démocratique du Congo, sous l'initiative de Vicky Katumba. Vicky Katumba est sénatrice de la région du Tanganyika, une région qui pour l'instant est un peu épargnée par rapport à l'enquistement des groupes armés à l'est de la République démocratique du Congo. Certains de mes collègues chercheurs évoquent le chiffre astronomique d'une centaine, peut-être même plus, de groupes armés qui sévissent, comme vous l'avez dit, depuis 30 ans à l'est de ce vaste pays que nous chérissons tous. Alors moi, je suis un chercheur, un universitaire, j'enseigne la géopolitique africaine, je préside un laboratoire d'études qui s'appelle l'Institut Prospective et Sécurité en Europe, qu'on peut appeler sous deux noms, l'IPSE ou l'IPSE, ils apparaissent dans les médias consécutivement ainsi présentés. Et nous avons, avec mes amis du manifeste, enfin de l'association, à l'initiative du manifeste des Justes du Congo, décidé de réunir des chercheurs, des universitaires, des responsables politiques français, congolais et panafricains. La question de la mobilisation du sous-continent et du continent est absolument déterminante. Frantz Fanon ne disait-il pas que la forme de la République démocratique du Congo faisait référence à la gâchette du revolver que constituait l'Afrique, faisant miroiter l'idée selon laquelle il y a des facteurs de tension endogènes et exogènes à cette crise, avec un pays qui est entouré par 9 pays, et donc forcément par 9 possibles ingérences ou 9 agendas qui viennent s'imbriquer l'un dans l'autre. Nous avons donc décidé de réunir cette mobilisation intellectuelle, comme vous l'avez dit, au Sénat, autour donc d'experts, d'universitaires, de chercheurs, de responsables associatifs, d'associations de jeunes. Beaucoup de mes étudiants seront présents.
notamment à travers une structure qui s'appelle What About Congo, dont le but est de conscientiser, comme l'on dit désormais, de médiatiser une situation qui parfois est mal présentée ou marginalisée. Et c'est, je crois, ce que nous essayons de faire avec un titre qui résume notre propos pour éviter que la paix soit confisquée. On fait bien sûr référence à deux éléments, la résolution 2773 de février 2023, qui apportait une première solution, disons, de la communauté internationale à travers cette résolution onusienne, qui évitait, ou qui aurait dû éviter, ce qui s'est passé, hélas, en janvier 2025. Vous y avez fait référence, à savoir qu'un pays étranger pénètre dans un autre pays étranger et donc bafoue la charte des Nations Unies. Ce pays s'appelle le Rwanda, associé à un mouvement qui désormais est considéré comme terroriste par l'Union africaine, le mouvement du M23, et avec cette idée qui consiste aussi à prendre en compte le fait qu'il y a bien un accord de paix. Il a été signé le 27 juin dernier à Washington, sous la facilitation de Massad Boulos, le conseiller spécial américain pour les questions africaines, réunissant le président Tshisekedi pour la RDC et le président Kagame. Mais à l'heure où nous parlons, les armes ne se sont pas tues. On continue à mourir à l'est de la République démocratique du Congo. Et comme le secrétaire général adjoint de l'ONU le rappelle, nous sommes face à une crise trentenaire, avec désormais près de 7 à 8 millions de déplacés, 40% de la population du Kivu et à peu près autant de la population de l'Ituri, du nord et sud Kivu et de l'Ituri, ont dû fuir des combats qui, malgré ces accords de paix, sont incessants. Voilà un petit peu le panel, le contexte, avec ce titre, une paix confisquée, pour essayer de remobiliser l'Union européenne et singulièrement la France dans ce contexte. Elle est totalement confisquée. Mais ce que vous faites là, c'est ce que devrait faire l'Union africaine elle-même. L'Union africaine est responsable de ce qui se passe dans le continent. L'Union africaine est bien placée que Kagame est un agresseur. L'Union africaine doit condamner juridiquement, moralement et naturellement, de manière tout à fait exemplaire, un pays ami, un pays frère qui agresse un autre pays frère. L'Union africaine ne le fait pas. Pourquoi l'Union africaine est paralysée? Que se passe-t-il? Est-ce que, parce que tout simplement Kagame a mis la main sur des dirigeants africains, ça peut arriver. Et c'est pourquoi je salue des mouvements comme le vôtre qui disent, puisque l'Union africaine elle-même n'arrive pas à taper sur la table pour dire cessez de tuer les Congolais, à ce moment-là, le pays agresseur doit être puni. Kagame doit être puni. Et je salue l'ouvrage de Charles Onana dans ce domaine quand il a dit que effectivement, il y a eu cette guerre-là avec l'appui de Kagame. Il faut le nommer. Kagame est un voyou, très dangereux. Et même quand il a manipulé Macron, c'est lui qui a manipulé Macron pour mettre à la tête de l'OIF une Rwandaise. Mais c'est grave, c'est un manipulateur. Donc, vous, votre point de vue, avant de passer la parole à Laetitia, sur le rôle de l'Union africaine, l'incapacité de l'Union africaine de résoudre les problèmes africains. Alors, en ma modeste qualité de chercheur et d'analyste, je répondrai, et non pas de turiféraire de l'un ou de l'autre, et notamment du président Tshisekedi, qui n'est pas exemple aussi de critique. Je vous confirmerai qu'il y a une forme d'une inacceptable relativisme de ce qui se passe à l'est de la République démocratique du Congo depuis 30 ans. Ouais. Non seulement par rapport au voisinage rwandais, mais également par rapport au voisinage ougandais et par rapport au voisinage burundais, avec des conséquences subséquentes par rapport au génocide de 1994, à la guerre civile de 2005 au Burundi, avec des conséquences de ce que les anglo-saxons appellent le spillover. Ce qui se passe d'un côté de la frontière se retrouve de l'autre côté. Et ça, je crois que c'est un élément important. Ce n'est pas seulement l'opposition frontale entre le Rwanda et la République démocratique du Congo, mais ce sont aussi des agendas mal terminés entre des présidents, Museveni notamment en Ouganda, qui lui-même a maille à partir avec une partie de ces mouvements rebelles qui agissent de l'autre côté de la frontière, et donc il accuse le Rwanda, qu'il accuse la RDC de soutenir. Donc c'est une question multidimensionnelle, multivectorielle, dans laquelle il n'y a pas que deux acteurs, un qui serait mauvais et un qui serait bon.
Mais je crois que vous avez raison de rappeler que comme c'est une crise régionale, il est parfaitement logique de critiquer l'inaction de l'organisation panafricaine, l'Union africaine, qui a bien tenté de mettre en place ce qu'on appelle un panel des facilitateurs, sous l'égide du président du Togo, Faure Gnassingbe, avec d'anciens présidents du Kenya, le président Kenyatta, avec la présidente de transition de Centrafrique, Madame Catherine Samba-Panza, avec une perspective d'associer des processus du voisinage, ce qu'on appelle le processus de Luanda, Angola, avec le président Laronso, et le processus de Nairobi, avec l'idée, avec le président Ruto, avec l'idée qu'il faut associer les pays qui ont leur mot à dire, car ils sont voisins des différents belligérants. Donc, pour répondre à votre question, l'Union africaine n'est pas inactive. Elle est inefficace, mais elle n'est pas inactive. C'est le premier point. Deuxième point, c'est une question qui me tient à cœur, car elle fait partie des enseignements que je ne cesse de redire à mes étudiants. Ce qui se passe dans l'Est de la République démocratique du Congo est la preuve matérielle que le traité d'Abuja de 1991 visant à créer des communautés économiques régionales a failli. Nous avons trop de communautés économiques régionales. Il y a 5 régions africaines, nous en avons 8. Nous avons 8 communautés économiques régionales incapables de gérer la question. Pour des raisons simples, que je résume sans être trop disert, qu'aucun des pays n'appartient aux mêmes organisations. Et que comme vous avez la East African Community, la communauté de l'Est africain, vous avez la SADC, vous avez la COMESA, vous avez une série de structures qui se sont créées ad hoc, la communauté internationale de la région des Grands Lacs, qui, comme son nom l'indique, réunit tous les pays limitrophes des Grands Lacs, le lac Victoria, le lac Kivu, le lac Albert et bien sûr le lac Victoria, je l'ai dit, et le lac Tanganyika. Donc, on a une sorte de superposition de dysfonctionnement de la gouvernance africaine qui vient montrer, par l'absurde, qu'elle est incapable de trouver une instance dans laquelle on peut trouver un consensus. Et dernier point, et c'est ce qu'évidemment nous dénonçons dans ce manifeste que nous allons évoquer au Sénat, eh ben, on est dans une logique où, forcément, si la solution n'est pas africaine, elle devient exogène au continent africain. Médiation au Qatar entre le mouvement du M23, l'Alliance du fleuve Congo, et le belligérant, considéré comme tel par le Rwanda, qu'est la RDC, et puis de l'autre, une médiation politique qui a eu lieu à Washington. Donc on voit bien que la médiation n'est plus africaine, elle est devenue internationale, pire, elle est devenue transactionnelle, avec des États-Unis qui ont décidé de corroborer leur paix à une exploitation tout aussi scandaleuse de ce que vous évoquez. Vous avez raison de rappeler que le Rwanda, qui n'a pas une seule mine de coltan, pas une seule mine de cobalt, est pourtant devenu un exportateur de ces deux matériaux critiques. Il y a même un accord avec l'Union européenne pour l'exploitation des mines ou l'utilisation, enfin, en gros, le fait de dédouaner d'un certain nombre de droits de douane des produits qui sortent des mines rwandaises. Or, on le sait très bien que 80% de la production du cobalt et 68% de la production du coltan sont de l'autre côté de la frontière, et 36% de la production du tungstène. Donc il y a effectivement une sorte d'inacceptable prédation. D'ailleurs, nous en parlions avec Laetitia, le nouveau pape va faire ce que l'ancien pape, François, avait fait à Kinshasa en février 2023, en évoquant le fait que nous devons enlever nos mains de l'Afrique, c'était les mots qu'il avait dit, et ne pas accepter cette nouvelle prédation, ce nouveau colonialisme économique. Et puis je termine par là, je suis de ceux, mais nous sommes nombreux, mais enfin je l'écris et je l'exprime, qui devons constamment veiller à lutter contre le deux poids deux mesures. Ouais. Nous sommes assez bavards quand il s'agit de dénoncer l'agression de la Russie en Ukraine et de nous mobiliser pour arrêter cette guerre, ô combien fratricide, mais nous ne pipons mot, si vous m'autorisez l'expression, alors que depuis 30 ans, c'est la même chose. Amnesty International évoque 8 à 9 millions de morts. Ouais. L'ONU, John Egeland, le secrétaire général adjoint de l'ONU, estime qu'il y a à peu près autant de déplacés, et nous ne disons rien, nous ne mobilisons pas. Voilà un petit peu en résumé le fil d'Ariane de ce que nous voulions dire au Sénat. Merci beaucoup. Et donc justement, dans ce cadre, avec tout ce que vous venez de nous évoquer, où clairement les décisions ne se font plus sur le continent et encore moins
au sein du territoire zaïrois, enfin de la RDC, au vu de la situation des déportés, des morts, pourquoi faire aujourd'hui une conférence à Paris et non pas directement au sein du pays? Et surtout, euh, est-ce qu'il y a réellement des solutions qui peuvent être apportées au-delà des discussions? Puisqu'aujourd'hui, on a énormément d'échanges, enfin de plus en plus d'échanges sur cette problématique et sur ces déboires, mais on se rend compte qu'il y a peu d'actions ou de solutions qui sont évoquées. Donc aujourd'hui, cette conférence, que va-t-elle apporter de différenciant par rapport aux constatations que vous venez même d'évoquer là? Et, euh, et au niveau des jurisprudences, est-ce qu'on a même appelé des avocats ou des sachants pour apporter des réelles actions concrètes et savoir comment s'y inscrire? Bah, toutes vos questions sont particulièrement pertinentes, mais j'approfondis sur les dernières que vous avez posées. Je crois qu'il est important déjà de mobiliser un certain nombre d'acteurs pour témoigner d'éléments qui ne sont pas suffisamment médiatisés selon nos points de vue. Par exemple, vous me posiez la question de savoir si du point de vue juridique, nous allons parler de cette question. Oui, il y a une question qui est anormalement éludée, qui est celle du génocoste, le génocide économique. Il y a le génocide tout court, le crime de génocide, hein, l'article 6 du traité de Rome, créant la Cour pénale internationale, mais on oublie qu'il y a à qualifier une nouvelle forme de crime, qui est le crime économique. Quand on va asphyxier économiquement un pays, quand on va piller les richesses d'un pays, ben c'est un crime, au moins aussi fort que le crime contre l'humanité. Donc nous avons un collègue juriste, Pierre Mascar, qui va instruire en mobilisant des associations sur place, du Nord et du Sud Kivu, qui vont ester en justice au tribunal correctionnel de Paris pour dire, au tribunal de grande instance pardon, de Paris, de dire, mais là, il y a manifestement un crime économique qui est commis. Ça, c'est la première chose. Donc il faut essayer de faire monter en puissance cette réalité. Le deuxième élément, c'est que nous réunissons sous les ordres de la République, si je puis le dire ainsi, au Sénat, avec des amis du Congo, enfin des amis de la République démocratique du Congo, sous le parrainage bienveillant de Loïc Hervé, le vice-président du Sénat, en présence de Francis Piner, le président du groupe d'amitié sénatorial France-RDC, en présence de Carlos Bilongo, le président du groupe d'amitié à l'Assemblée nationale France-RDC, et son alter ego de RDC, le député dont j'ai oublié le nom, un collègue qui lui-même est président du groupe d'amitié RDC-France. Donc avec des parlementaires qui vont hausser le ton pour dire, dans leur... Et pardon, j'oublie last but not least, même s'il n'y a pas une gradation, Bruno Fuchs, le président de la Commission des Affaires étrangères, qui va exprimer la position que devrait avoir la France, ou que devrait tenir la France, depuis, et je réponds aussi à une deuxième partie de votre question, la conférence sur les Grands Lacs que la France avait appelée de ses voeux et avait organisée le 24 avril dernier, sous l'égide donc des Nations Unies, ici même à Paris, pour dire qu'il faut remettre un peu de francophonie, remettre un peu de centralité française. La RDC est un pays immense, plus de 2,5 millions de kilomètres carrés. C'est un pays immensément peuplé, près de 105 millions d'habitants, mais c'est le premier pays francophone au monde. Oui. Et il faut le rappeler et peut-être le répéter inlassablement que nous avons une responsabilité vis-à-vis de la RDC. Vous avez justement rappelé, cher Lansiné, qu'il y a une incongruité à avoir fait en sorte que la secrétaire générale de l'Organisation internationale de la francophonie soit issue d'un pays anglophone, même si elle fait partie, le Rwanda fait partie de l'Organisation internationale de la francophonie, Madame Louise Mushikiwabo, et qu'il est temps de peut-être traverser le lac Kivu et soutenir la candidature. Nous le faisons au niveau du manifeste des Justes du Congo, avec l'excellente candidature de Patricia Amato Lumumba, une des filles de Patrice Lumumba, pour montrer qu'il est temps, à l'occasion du prochain sommet de la francophonie à Phnom Penh, que la francophonie joue son rôle. En tout cas, si elle se présente comme une francophonie de paix, autant qu'une francophonie économique. Et dernier point, pour répondre à votre question, chère Laetitia, nous nous réunissons au Sénat en présence de gens et d'acteurs mobilisés pour essayer de
faire passer l'idée qu'il faille légiférer, agir et réagir. Et c'est là où nous espérons quand même, au-delà de la dénonciation, les crimes, le génocide économique, ce qui me fait rappeler, j'ai oublié de l'évoquer, que j'avais moi-même organisé avec une association qui s'appelle What About Congo, des jeunes étudiants, comme son nom l'indique, d'origine congolaise, sur la mobilisation pour dénoncer le viol comme crime de guerre. Action qui avait été courageusement dénoncée par Denis Mukwege, qui lui avait valu son prix Nobel de la paix en 2016. Nous défendions l'idée que Denis Mukwege aurait fait un excellent secrétaire général des Nations Unies, comme il aurait fait un excellent secrétaire général de la francophonie aussi. Et donc pour terminer, l'idée c'est qu'on se réunit au Sénat, on mobilise des amis de la République démocratique du Congo, on essaye de mobiliser les jeunes sur cette question, et on essaye surtout de reprendre l'initiative. Car j'ai vu tout à l'heure que vous hochiez la tête, et vous avez raison, la médiation américaine est quand même aussi dangereuse que la situation initiale ou préalable à une négociation. Je précise mon propos. Les Américains sont prêts à faire en sorte qu'il n'y ait plus d'armes le cliquetis des armes s'arrête, mais pas forcément pour la paix, au profit de leur propre possibilité d'extraction de ces matériaux critiques dont ils veulent empêcher la Chine de posséder. C'est la raison pour laquelle les Américains ont proposé non seulement qu'il y ait un accord de paix en République démocratique du Congo, mais que dans le même temps, le Katanga soit associé à travers le corridor de Lobito vers l'océan Atlantique plutôt que vers l'océan Indien, ce qui aurait favorisé les Chinois. Donc, je résume, nous voulons que la France joue son rôle dans ce qui avait été bien posé, mais pas suffisamment abondé, la conférence sur les Grands Lacs du 24 avril dernier. L'aéroport de Goma n'a pas été réouvert, car le MV3 l'a empêché. Et depuis, on a eu la prise d'Uvira, et on a le sentiment que le M23 continue ses exactions et que les forces armées rwandaises ne sont pas totalement sorties du territoire. Alors, premièrement, la médiation américaine est très intéressée. C'est une médiation biaisée. C'est une médiation d'intérêt uniquement pour les Américains. Trump est ce qu'on appelle, fait partie de ceux qui pratiquent la politique de tête brûlée. Je le dis parce qu'on le voit tout le temps. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui est non seulement inconstant, mais qui ne respecte pas du tout ce que le droit humain, le droit international, au point que même l'ONU est réduite aujourd'hui au silence. C'est-à-dire qu'on ne peut même plus entendre l'ONU. Alors maintenant, il y a deux questions. Est-ce que la Belgique joue avec vous? La Belgique qui a colonisé bien sûr longtemps la République démocratique du Congo fait partie effectivement de votre mouvement et quel sera son apport? Et ensuite, ce qui me fait plaisir, c'est que la France parfois prend de très bonnes décisions. Ça, c'en est une. C'est-à-dire des Français qui osent dire, même si on n'a pas colonisé la République démocratique du Congo, nous avons un devoir de regard et un devoir d'humanité. Et ça, je vous salue. Et je salue la France sur un autre point. Sarkozy, quand il tue ou quand il fait tuer Kadhafi, et que ça déborde sur ce que nous voyons actuellement, un désordre indescriptible, des crimes odieux. Mais Sarkozy, quand il est intervenu, à l'époque, en Libye, c'était par intérêt sordide, ses intérêts à lui, et ainsi de suite, ainsi de suite. Et la justice française, et c'est pourquoi je salue le mouvement humaniste français. La justice française, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a mis le nez dans la situation de Libye, quand Kadhafi d'abord était vivant et quand il a été assassiné. La justice française a osé mettre le nez dans cette affaire au point d'avoir le courage de condamner d'une façon ou d'une autre Sarkozy. C'est pourquoi je crois en votre mouvement. Les juristes français qui seront là doivent aller jusqu'à ce que, tôt ou tard, les commanditaires qui tuent en République démocratique du Congo soient dénoncés et juridiquement punis. Parce qu'on ne peut pas indéfiniment marcher sur des cadavres comme ça. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors,
vous êtes allé un peu loin sur, Ah, très loin. sur la question. Oui, très loin. Je vous laisse, hein, évidemment, Ah, tout à fait. l'entièreté de vos propos sur la Libye. Je connais bien parce que j'ai été en cabinet ministériel au moment de l'opération L'Harmattan. Donc, je respecte votre point de vue. Je ne le partage pas tout à fait. Et je vais me permettre d'évoquer ce que vous dites de notre manière. L'opération en Libye a été une opération qui a été contingentée par le fait qu'il y avait manifestement de la part des autorités libyennes une mise en danger d'autrui, en l'occurrence la population de son propre pays. Donc justifiant, ce qui n'était pas une résolution onusienne, mais une action de la part de l'OTAN, avec des effets subséquents que vous évoquez sur le Sahel. Alors, prenons l'exemple de la RDC. La résolution 2773 ne dit pas autre chose, en disant que la MONUSCO, qui a succédé à la MONUC, donc 30 ans de présence des Nations Unies, doit rester, car manifestement, la situation est devenue, à l'est du Congo, incontrôlable et incontrôlée, mettant en fait en porte-à-faux à la fois les groupes armés, les Forces démocratiques de libération du Rwanda, les ADF, les forces démocratiques, l'Alliance des forces démocratiques, les coupes jarrets islamistes qui sont en train d'ensanglanter l'Ituri, ce qu'on appelle aussi l'État islamique en Afrique centrale, et les forces armées congolaises, en disant que, manifestement, il faut que l'ONU reste pour veiller à ce qu'il n'y ait pas des heurts qui soient liés à l'excès d'autoritarisme d'un côté, et de l'autre, le caractère chrysogène et mortifère, hein, certains collègues évoquent jusqu'à 120 groupes armés qui sévissent dans la région. Alors, une fois qu'on a dit ça, la responsabilité de la France est de veiller à ce que la solution vienne du multilatéralisme, que l'ONU reste l'élément qui soit le plus pertinent pour assurer un équilibre dans la gouvernance de cette région, dite posément les Grands Lacs, et faire en sorte que tous les acteurs concernés soient impactés. Et j'en viens à votre question sur la Belgique. Le problème de la Belgique, si vous voulez, c'est que la Belgique a toujours considéré la République démocratique du Congo non pas comme un territoire colonisé, mais sa propriété. Ouais. Souvenez-vous, la conférence de Berlin, 1884-1885, c'était pas le Congo belge, c'était le Congo Léopold. Donc la propriété du roi des Belges. Et donc il y a toujours eu, de la part de la Belgique, une forme de agenda caché qui consistait à dire que dans l'agenda de la Belgique, vous aviez l'agenda des grandes puissances derrière. L'exploitation par les grandes compagnies minières anglo-saxonnes, pour ne pas dire britanniques à l'époque, devenues américaines. On en vient à la raison pour laquelle les États-Unis ont pris le lead, car c'est dans cette filiation de ce qu'ont été les grands groupes, les multinationales extractives américaines d'un côté, sud-africaines de l'autre. La famille Oppenheimer a honteusement exploité une partie du diamant volé, pillé une partie du diamant, notamment dans la région du Kasaï et du Katanga. Bon, et puis bien sûr la France, hein, on en était le dire, la République démocratique du Congo, le Burundi et le Rwanda sont des pays francophones, ce n'étaient pas des colonies françaises, elles n'appartenaient pas à l'Afrique équatoriale française, mais enfin, il y avait quand même un peu un droit de regard. Donc pour répondre à votre question, la Belgique a malheureusement la faiblesse de sa diplomatie qui l'empêche réellement de jouer un rôle. Et que c'est davantage une dimension francophone dans laquelle la France pourra s'appuyer sur la Belgique, entre autres, mais pas seulement, car d'autres pays ont aussi des intérêts parfaitement compréhensibles. L'Italie est de plus en plus active dans la région, les États-Unis, on l'a déjà évoqué, je ne minore pas la Chine, c'est aussi une réalité. Et donc de ce point de vue, ne croyez pas que j'élude votre question, j'essaie de la contourner ou de la circonscrire de manière académique pour vous dire que, en gros, la question qui est posée avec la RDC est en fait une sorte de condensé de ce qui, malheureusement, grève le développement africain. L'incapacité à avoir une vision unifiée qui fait que 52 pays doivent essayer de trouver une action convergente pour que les deux autres ne continuent pas à se faire la guerre. Deuxième élément, le fait qu'on
on doit sortir du continent africain pour aller vers le Qatar, dont on connaît l'immensité des implications économiques au Rwanda, qu'on aille du côté des États-Unis quand on connaît l'enjeu du corridor de Lobito pour les entreprises américaines, pour en gros dépecer de nouveau la République démocratique du Congo, l'écarteler. Là, on n'est plus à Berlin, où c'était un écartèlement entre tous les empires européens, mais un écartèlement entre Américains d'un côté et non pas pays du Golfe, parce que derrière, l'elephant in the room, comme diraient les anglo-saxons, c'est la Chine, qui est derrière tout ça. Enfin, que les États-Unis veulent empêcher de profiter de ces matériaux critiques, de ces terres rares dont elle a besoin. Et dernier point, je crois que c'est quand même un point essentiel, on en oublierait presque la souffrance des peuples et la souffrance des populations. Et ça, nous ne voulons pas le faire. Et c'est la raison pour laquelle nous nous réunissons. Alors on pourrait dire que nous nous réunissons cette fois-ci au Sénat. Il y a un mois, c'était dans l'école où j'enseigne la géopolitique de l'Afrique, à l'école des hautes études internationales et politiques, pour dénoncer le viol comme crise de grève, pour, encore une fois, le mettre en exergue, pour qu'on n'oublie pas que c'est une arme qui, malheureusement, est brandie contre les jeunes filles dans des crimes absolument indicibles et absolument innommables, et qu'il faut critiquer, bien sûr, condamner, et comme vous le dites, veiller à ce qu'il y ait une réponse juridique, car nous sommes des femmes et des hommes de droit, nous aimons les normes, nous aimons la règle. Quand un pays la bafoue, eh ben, il faut rappeler la vérité, c'est qu'il contrevient au droit international. Alors, en 1998, Laurent Désiré Kabila est venu en France. 98. Il a été reçu par Jacques Chirac. Oui. En 98. Kadhafi a été reçu par Nicolas Sarkozy, oui. Oui. Et il tenait à peu près le même langage que vous en disant, moi, Laurent Désiré Kabila, je viens pour mettre de l'ordre dans tout ça. Et on lui a conseillé qu'il a été bombardé chef d'État de la République démocratique du Congo avec de mauvais amis. C'est-à-dire, il y avait le Rwanda, l'Ouganda et autres là derrière la victoire de Laurent Désiré Kabila. Donc, finalement, il avait de très bonnes intentions, ils l'ont éliminé. Parce qu'il voulait effectivement se défaire de ce mauvais ami et faire en sorte que son pays bénéficie de ces immenses ressources matières premières. Est-ce que dans votre, disons, débat prochain, ce cas du fait qu'on tue souvent, en République démocratique du Congo, des hommes qui ont effectivement une vision. Ça a été le cas de Lumumba, et ça a été le cas de Laurent Désiré Kabila, et ensuite son faux-fils, Joseph Kabila, est venu, il n'a fait qu'envenimer. Est-ce que concrètement, sans agressivité, avec beaucoup de pédagogie, et cela, vendredi prochain, cas de tout ça, pour trouver des solutions, parce qu'il y a trop de crimes en République démocratique du Congo. Alors, je crois que Laetitia voudrait sans doute compléter le propos, mais elle peut compléter. Je la laisse compléter et puis je répondrai à votre question après. Complète. Moi, ça va être peut-être complété ou pas, mais c'est qu'on parle beaucoup de la place justement de la France, de la Belgique, et vous avez mentionné justement aussi le droit humain. On a parlé de l'ONU et des actions qu'elle peut faire. La semaine dernière, on a quand même eu un traité assez révolutionnaire où l'ONU a reconnu comme l'un des plus hauts crimes contre l'humanité l'esclavage. Mais certains pays se sont tus. Et parmi ces pays, on retrouve l'ensemble des pays de l'Union européenne, dont la France, dans la Belgique, et d'autres pays comme le Qatar qui l'ont validé. Donc ma question, ce serait de savoir, je me place du côté de la société civile, pas dire du peuple, c'est de se dire, est-ce que cette conférence, enfin la conférence, est-ce que c'est au final pour trouver des solutions pour avoir des facilités économiques et donc aider d'avoir l'aide de la France qui justement n'a pas de colonie en RDC, mais peut-être des facilités, ou est-ce réellement aussi pour le peuple, puisqu'au final, les personnes qui souffrent là de tous ces dysfonctionnements, et vous l'avez mentionné, c'est le peuple. C'est le peuple là qui est en train de s'éteindre chaque jour. Donc, moi,
au vu des dires, hein, de ce qu'on peut entendre aujourd'hui et peut-être un peu de désespoir qu'on peut entendre aujourd'hui de certaines populations africaines ou de la diaspora, c'est de se dire aujourd'hui, est-ce qu'il y aura un réel appel d'apporter des solutions et réellement pour le peuple, ou au final, est-ce que ce sont des actions qui ne vont servir qu'à de bonnes ententes économiques, mais qui au final ne changeront pas forcément les situations? Alors oui, votre propos était complémentaire de ce qu'a dit Lanzini. Totalement. Alors, bon, à cette question, je peux répondre d'une manière courte et d'une manière un peu plus dissertée. La manière courte, c'est de dire, nous ne sommes pas la France. Mhm. Hein, nous ne sommes pas le ministère des Affaires étrangères, qui plus est d'ailleurs n'est pas la voix de la France, puisqu'il n'y a qu'un seul, selon la Constitution du 4 octobre 1958, qui peut parler au nom de la France, c'est le président de la République. Donc nous ne sommes pas le porte-voix des actions ou des errements ou de la carence de leadership, au moins verbal, du président français. Ça, de ce point de vue, nous n'avons pas cette prétention. Nous nous réunissons dans la chambre haute du Parlement, qui est, comme son nom l'indique, indépendant du pouvoir exécutif. Donc, nulle intention de dire c'est la voix de la France. Mhm. Par contre, on peut, par petites touches, dire qu'on pourrait faire mieux ou dénoncer ou critiquer ce qui a été mal fait. Et ça, nous n'allons pas nous priver de le faire. J'ai déjà commencé à le faire. Et puis, comme nous sommes des humanistes positivistes, nous allons proposer des solutions qui permettraient de répondre à votre juste attente, c'est-à-dire de veiller à ce que la société civile ne se trompe pas sur l'idée qu'il y a ici en Europe des gens qui comprennent la misère qu'ils vivent et les affres qu'ils vivent au quotidien, je pourrais rajouter depuis 30 ans. Alors qu'allons-nous proposer? Premièrement, nous allons appeler à une remobilisation de la France sur ce dossier. Et donc la remobilisation de la France passe par un certain nombre d'actes symboliques. De vous à moi, le premier acte symbolique auquel nous pourrions prétendre ou que nous attendons, c'est que la France ne soutienne plus la candidature du Rwanda en octobre prochain au Cambodge, alors que Mme Louise Mushikiwabo va inélégamment se présenter pour un troisième mandat. Ça ne se fait pas dans ce cadre, de ce cadre précis des organisations intergouvernementales. Donc, le geste que pourrait prendre la France, c'est de soutenir en échange, ou de l'autre côté, ou pour compenser la candidature de la République démocratique du Congo. Je crois que le président Tshisekedi, quand il est venu à Paris il y a un mois, a demandé cela au président Macron. Je n'étais pas dans le secret des négociations, je ne sais pas quelle a été la réponse française. Je crains qu'elle ne soit pas tout à fait celle que nous espérons, mais néanmoins. Ensuite, nous proposons qu'il y ait aussi une remobilisation en termes éducatifs, car je crois que c'est un élément important pour lutter contre les groupes armés, pour lutter contre le phénomène de l'irrédentisme, de la rébellion ou donc du terrorisme. Là, il ne s'agit pas de terrorisme, mais de groupes armés. Eh bien, il faut que les professeurs que nous sommes, les éducateurs, les pédagogues, rappellent les faits, la réalité des faits. Le droit international, l'universalité des droits, et donc nous appelons à la création d'une université, d'une académie francophone à Kinshasa, dans laquelle les universitaires d'Europe viendraient accompagner une mobilisation intellectuelle, socio-culturelle, qui fait que c'est par l'éducation qu'on trouvera les moyens de lutter contre ces oppositions mortifères et fratricides qui ensanglantent trop le continent africain et plus particulièrement l'Est République démocratique du Congo. Ensuite, votre question est bien posée. C'est vrai que nous ne faisons que colloquer, nous ne faisons que deviser. Mais il en restera quelque chose. Un manifeste qui a été signé par 6000 personnes, une mobilisation intellectuelle à travers des articles, des tribunes que nous avons signées, dont une qui est parue dans le Figaro il y a de cela 3 mois, une mobilisation d'acteurs, législateurs notamment, parlementaires, qui vont être pris au mot de ce qu'ils vont dire et des actions qu'ils entendent mener. Alors vous me direz que c'est une goutte d'eau dans le fleuve Congo, mais c'est déjà bien. C'est déjà un commencement. Et alors, dernier point, et je crois que ça c'est un élément important qui, d'une certaine façon, répond à vos deux interrogations. La question de la République démocratique du Congo, comme le rappelait Denis Mukwege quand il a reçu son prix Nobel, peut se résumer à une prédation permanente. La République démocratique du Congo, c'est le coffre-fort du continent africain. C'est une ressource
inépuisable de richesses. Il y a 80 millions d'hectares de terres arables en République démocratique du Congo, de quoi nourrir l'ensemble du continent. La méga biodiversité du fleuve Congo, qui, je le rappelle, représente 52% des eaux du continent africain, le deuxième fleuve le plus puissant au monde après l'Amazonie devant le Nil, 10% de l'eau dans le monde, de l'eau navale, pardon, de l'eau fluviale dans le monde. On pourrait continuer les chiffres comme ça, mais je le dis pour étayer mon propos final, qui représente quasiment 40% des tourbières, c'est-à-dire les puits de carbone dont on aura besoin pour s'adapter au dérèglement climatique. La préservation de la paix en République démocratique du Congo est une évidence pour que les Congolais ne meurent pas, mais c'est aussi indispensable pour que la planète se porte mieux. Et que si on défend la méga biodiversité, il y a 9 parcs nationaux en République démocratique du Congo, il y a 52 aires géographiques protégées. Comme je le dis, on pourrait continuer les chiffres, ainsi de suite. Il y a 100 millions de kilowattheures de puissance hydro-fluviale avec le fleuve Congo. Donc, la stabilité du Congo est essentielle à la préservation de la paix, de la stabilité, du développement économique et tout simplement de l'adaptation climatique du continent et de la planète entière. C'est quand même beaucoup de raisons qui justifient le fait qu'on veille à ce que cette situation s'arrête. Comme vous l'avez dit, que les armes se taisent, que les 2000, 3000 ou 4000, peu importe, forces armées rwandaises rentrent chez elles, que le mouvement du M23 soit qualifié comme tel et soit jugé pour ses actes, qu'un certain nombre de responsables politiques ou politico-militaires soient jugés pour crimes de guerre, crimes contre l'humanité. Je ne vais pas jusqu'à dire crimes de génocide, mais en tout cas, la Cour pénale internationale regarde avec beaucoup de vigilance la responsabilité qui fait qu'il y a eu à peu près entre 10 000 et 15 000 morts depuis un an, hein, et plusieurs millions depuis 10 ans. Et bon, à un moment ou à un autre, cela amène des réponses de la communauté internationale. Donc, on va juste mettre en exergue ce panorama pour évoquer l'immensité de la tâche qui nous réunit, universitaires, journalistes, responsables politiques, responsables associatifs, étudiants, jeunes et étudiants, pour qu'ensemble se crée un mouvement de vigilance. Bon, vous avez été éloquent, convaincant. Il faut venir à notre colloque. Sera votre colloque. Je peux en faire une petite annonce paroissiale, donc ça aura lieu au Sénat, vendredi, de 14h à 17h, en salle Clémenceau. Et pour les personnes qui sont intéressées, elles peuvent aller sur le site internet, je le regarde pour ne pas me tromper, www.lesjustesducongo.org. Très bien. On le mettra. Donc, nous avons reçu un humaniste, un professeur, un pédagogue, qui réellement nous invite donc au Sénat vendredi prochain pour que la République démocratique du Congo, enfin, soit libérée de tous ces crimes. Merci, cher ami, d'être venu. Merci, Anseli. Merci, Laetitia, pour l'invitation. Et bon vent. Merci. Merci beaucoup.